Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Fighters, le podcast d'un amateur de sport de combat pour les amateurs de sport de combat. À la carte d'aujourd'hui, on parlera de l'Hexagone qui a eu lieu vendredi soir en Hongrie. On parlera également de l'UFC Apex avec que des finishes, une carte de fou qui a eu lieu ce samedi soir. L'interlude d'aujourd'hui, au milieu du podcast, on se posera la question du potentiel combat de rêve qu'on aimerait avoir sur les prochains mois. Et donc on va attaquer ça tout de suite. Les amis, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à en parler à vos amis, de laisser les petites 5 étoiles sur Spotify, ça fait toujours plaisir. Alors vous êtes peut-être passé à côté, peut-être pas, il y a eu un hexagone ce vendredi soir en Hongrie avec des combats plutôt intéressants. Sur MC Sport, ils ont rediffusé 3 combats. Le premier combat, c'était un combat de filles. Ne me prenez pas pour un sexiste, hein, mais ce combat était catastrophique. Franchement, c'était très très compliqué à voir. D'un autre côté, je vais pas être méchant, c'était un début professionnel pour la française. Puis après, il y avait du coup la hongroise. La hongroise a gagné donc par KO. Donc c'était Bellic. Voilà, j'ai pas trop aimé le combat, hein, j'ai trouvé ça techniquement plutôt faible. Sincèrement, voilà, enfin vous pouvez regarder le combat si ça vous intéresse, vous comprendrez ce que je veux dire. Aucun kick bloqué de la part de la française Amouche, ce qui l'a handicapé déjà à peu près sur la moitié du round. La jambe était déjà rouge, donc forcément c'est compliqué de prendre des appuis. De toute façon, on va parler beaucoup de low kick sur cet épisode. Et du coup, après, on arrive à avoir une petite connexion en anglaise de la part de Bellic qui arrive à mettre KO à Mouche. Voilà, le KO est sympa, mais enfin bon, pas besoin de passer plus de temps là-dessus. Non, par contre, là, on va parler donc d'un combat très très intéressant. C'est le combat de Mathieu Leto Duclos contre Rocha, donc un Brésilien. Mathieu Leto Duclos, je pense que vous le connaissez, hein, il avait fait ses débuts à YFC, l'organisation de Ibra TV. Puis après, il a monté les échelons petit à petit, puis il a gagné la ceinture à l'Hexagone. Donc il me semble qu'il est en middleweight, il me semble, en moins de 84 kilos, si je ne dis pas de bêtises. Donc franchement, combat plutôt intéressant. Mathieu Leto Duclos, sur l'entame du combat, on voit très bien qu'il est beaucoup plus à l'aise que Rocha, qu'il est beaucoup plus rapide, vif, varié dans ses coups. Néanmoins, Rocha arrive à le connecter. Il arrive à infliger un knockdown à Mathieu Leto Duclos. En fait, ce qui se passe, c'est que Mathieu se tourne suite à un enchaînement ou une esquive, il me semble, je ne me rappelle plus trop. Et en fait, lorsqu'il tourne le doigt à son adversaire, bah, y a un crochet qui arrive au niveau du menton. Mathieu, il tombe direct, un knockdown, mais il était quand même conscient. C'est-à-dire qu'il a réussi à gripper l'adversaire pour reprendre un peu ses esprits, changer de position et se relever. Donc c'était plutôt intelligent de sa part. Ça montre que même en position de faiblesse, bah, il arrive à garder ses esprits et puis à survivre et même à se remettre dans le combat, puisque après bah, il prend l'autre moitié du round. Donc plutôt intéressant. Sur l'entame du deuxième round, bah, là du coup en fait c'est le premier round sans knockdown, c'est-à-dire et en mieux. Une très belle variété de coups de Mathieu. Ça passe par l'anglaise, par son jab, qui est vraiment très rapide, très vif. Ça part également de ses combinaisons de jambes, des jambes vraiment très très rapides, très variées, beaucoup de combinaisons. Il va envoyer par exemple un low kick, puis la combinaison d'après, il va envoyer un low kick, un middle avant, avec la même jambe. Et du coup, ça fait des combinaisons, c'est très intéressant. Ça fait pas forcément beaucoup de dégâts, parce que c'était pas des kicks qui étaient très appuyés, mais ça fait quand même un travail de sape, hein, notamment sur les jambes. Et en plus de ça empêche l'adversaire d'attaquer. Lorsque vous êtes tapé, surtout par les kicks, hein, vous avez quand même une plus grande allonge avec les kicks qu'avec les bras, généralement, bah, du coup ça empêche l'adversaire d'avancer. Sachant que Rocha du coup avait une meilleure allonge pardon, que Mathieu, bah, du coup c'était intéressant son travail de jambes qui empêchait Rocha de venir sur lui, notamment avec ses low kicks qui du coup bah, forcément si vous n'avez plus d'appui, vous ne pouvez plus envoyer la combinaison que vous avez peut-être prévu d'envoyer. Donc en tout cas c'était plutôt intéressant ce qu'il a fait. Bon low kick également, donc ça sape bien les appuis de Rocha. Et puis quelques petites tentatives pardon, de coups de pied retournés qui sont passés quelques fois, donc plutôt intéressant. KO, donc Mathieu Leto Duclos inflige un KO à Rocha à 30 secondes de la fin du deuxième round. Donc c'était plutôt dans la continuité des choses, hein. On voyait que Rocha descendait progressivement tandis que Mathieu montait progressivement, ce qui a amené un KO logique à la fin du deuxième round. Plutôt intéressant. On a vu un Mathieu du coup qui a été mis en difficulté, hein. C'est vrai qu'à l'Hexagone il n'a pas été souvent mis en difficulté. Bah là c'était le cas, notamment avec ce knockdown. Bien sûr, il a eu ce combat au Dana White Contender Series il y a quelques mois où il a pris un TKO.
mais ça peut arriver bien sûr. Mais du coup voilà, donc Mathieu Eto'o Duclos qui défend sa ceinture pour la troisième fois. Donc quelle est la suite pour lui? Bah ça c'est à lui de nous le dire. J'ai pas trop suivi s'il avait parlé de la suite. Peut-être une quatrième défense. Ah si, il va faire le tournoi des 100 000 euros. Tournoi des 100 000 euros d'Hexagone. Donc ça franchement je suis très hype, hein. Ce tournoi ça me paraît vraiment très très cool. C'est les meilleurs qui vont s'affronter. Il n'y aura pas de picking, il n'y aura pas de choix de la part des combattants. Et du coup on parlera donc du combat juste après avec tac tac tac, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Euh, Pierre Vulescu contre Noveni. Voilà, j'ai eu du mal à retrouver les prénoms. Mais du coup, voilà. Donc là, ça va être très très intéressant puisque Mathieu Leto Duclos du coup va sûrement prendre Noveni, donc qui était le gagnant du combat d'après. En parlant du combat d'après, donc on va parler donc de Pierre Vulescu contre Noveni. Noveni qui était un peu le chouchou donc de la soirée, c'était un peu la star en Hongrie. Il l'a approuvé, hein, il a défoncé Pierre Vulescu, toujours dans le respect bien sûr. Triangle de jambes assez rapidement dans le round. On va parler également des opportunités dans ce podcast, c'est-à-dire que Pierre Vulescu tentait un takedown, il me semble. Noveni arrive à renverser et sur une chute, c'est-à-dire que Noveni est tombé et sur la chute, il a réussi à prendre l'opportunité pour soumettre Pierre Vulescu. Je ne me rappelle plus, puisque du coup c'était déjà vendredi, mais il me semble que c'était un triangle. Donc plutôt intéressant, triangle de jambes donc au niveau de la tête. Les opportunités c'est très intéressant, on en parlera lors d'un KO exceptionnel tout à l'heure. Les opportunités vraiment très très important. Ce que j'appelle par opportunité, c'est lorsque vous avez quelque chose qui est peut-être inattendu, une chute, un coup qui est loupé, quelque chose comme ça qui n'est pas prévu et que vous arrivez à rebondir dessus, à terminer le combat ou juste à marquer un coup, quoi. Et donc là c'était vraiment le cas, c'est-à-dire que Noveni il tombe, malgré le fait qu'il tombe, il arrive à trouver l'opportunité d'infliger le triangle de jambes et de passer sur sa soumission juste après. Donc franchement plutôt intéressant, c'était une carte qui était cool, hein. Comme je l'ai dit, j'ai vu que 3 combats, mais déjà le combat de Mathieu Eto'o Duclos vraiment très très top. Par la suite, on va parler de l'UFC Apex. UFC Apex, donc c'est le dernier UFC là avant l'UFC de la semaine prochaine où il y aura Makachev contre Jack Della Maddalena, donc très très hype. Ce combat plutôt intéressant, notamment avec le main event, Bonfim contre Brown, c'était en catégorie des welterweight, ça c'était vraiment top. Bonfim, donc là c'était Gabriel Bonfim, c'était pas Ismaël. Ismaël qui a combattu un peu plus tôt dans la carte, on en parlera tout à l'heure. Là c'était Gabriel Bonfim contre Brown, le main event en welter. Donc là on a vraiment eu une démolition. Voilà, je me permets de dire une démolition construite de Bonfim envers Brown. Brown qui était beaucoup plus grand que Bonfim. Donc généralement ce qu'il faut faire quand vous avez quelqu'un de grand, c'est soit de rentrer, soit de casser la distance et du coup voilà, d'empêcher le grand de travailler, ou soit de casser les jambes. Surtout avec quelqu'un qui est bon en anglaise. Brown n'était pas mauvais. Et donc Bonfim, c'est exactement ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a réussi en fait à casser les jambes de Brown petit à petit au fur et à mesure de low kick, surtout des calf kicks. Pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre low kick ou calf kick, les low kicks c'est au niveau de la cuisse, généralement donc les coups de pied en bas, tandis que calf kick c'est plutôt les coups de pied au niveau du mollet. Donc du coup c'est quand même beaucoup plus bas, et donc là c'est différent, c'est pas la même chose. Les calf kicks sont un peu plus douloureux et ça fait beaucoup plus mal, mais c'est également un peu plus compliqué à mettre parce que du coup il suffit juste de tourner le tibia et la personne peut les bloquer. Donc faut faire attention. Je m'égare un peu, mais du coup Bonfim fait également un très très bon combat, excellent travail de destruction pardon, au fur et à mesure du combat, au fur et à mesure des rounds en fait, il arrive à saper les jambes de Brand. On voit qu'il a vraiment du mal à se poser sur les jambes. Donc Bonfim fait un très très bon travail en ligne basse. Il rentre un peu en anglaise, donc c'est-à-dire qu'il essaye d'occuper un peu dans la tête de Brown les membres inférieurs. Et je tape en bas, je tape en bas, je tape en bas. Et quelquefois, bam, j'explose en haut. Parce que du coup, la personne pense que il allait attaquer en bas. Il y a notamment un moment où en fait il a fait pas mal d'enchaînements de low kick et un moment, bam, il remonte sur un high kick qui prend pleine bouche parce que du coup il s'attendait pas du tout à se prendre un high kick, mais plutôt un low kick. Donc très très intéressant. Brown sur le premier round, il fait pas grand chose. Il arrive à toucher un peu Bonfim, mais pas grand chose. Et puis sur le deuxième round, là le travail de Sap est vraiment efficace. Il y a la minute de repos, du coup les douleurs au niveau des membres inférieurs se sont un peu intensifiées. Brown a beaucoup moins d'appui. Et ce qui se passe, le KO ne vient pas des jambes. Enfin, il ne vient pas du low kick, mais il s'en prenait encore plus. De toute façon, si c'était pas le KO dont je vais vous parler, ça aurait été un KO aux jambes. Enfin, donc, une fin de combat par rapport aux jambes. Ce qui se passe, c'est un KO
sur du clinch. C'est-à-dire que Bonfim arrive à agripper la nuque de Brown, il baisse la tête et il met un coup de genou à la tête. Brown s'écroule complètement KO. C'est assez marrant parce que lorsque ça arrive, en fait, Brown, en tombant KO, il a poussé Bonfim qui tombe aussi. Donc on avait l'impression qu'il y a eu un double KO, sauf que pas du tout. Un Bonfim, il a juste glissé. Par contre, Brown, il s'est vraiment pris un KO à la tête dû à ce coup de genou. Vraiment très très intéressant parce que Bonfim, vraiment, son game plan était établi, casser les jambes, bien bouger, faire des feintes, varier les zones de corps, mettre beaucoup plus d'accent quand même sur les membres inférieurs. Et ce KO qui vient sur le deuxième round, vraiment super combat. Super combat. Le combat d'avant, donc c'était Schnell versus Morales. Donc c'est le dernier combat là qu'on va parler avant la petite interlude. Schnell contre Morales. Donc là c'était en flyweight, donc la plus petite catégorie à l'UFC en MMA. Donc là on est en moins de 57 kilos si je ne m'abuse. Pas grand chose à dire, hormis qu'il y a eu vraiment un très très bon combat de la part de Morales. Il me semble que c'est Morales qui a gagné, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais le combat a été tellement rapide que Morales, voilà, il arrive à avoir un niveau au sol qui est incroyable, très très rapide. Vous le savez, en flyweight, les catégories sont forcément beaucoup plus petites, les gens sont beaucoup moins lourds, et donc du coup, généralement, ils sont très très forts partout. C'est-à-dire qu'en heavyweight, vous ne verrez jamais ce que vous avez vu en flyweight. Franchement, ce que Morales a fait, c'était incroyable. Des transitions de partout, à un niveau de grappling vraiment incroyable. Renversement, donc ce que j'ai noté sur la période, donc c'était une soumission au premier round. Renversement, puisqu'il y avait Schnell qui était au-dessus de lui. Il arrive à effectuer un renversement, puis un crucifix. Il arrivait à tenir avec ses jambes un bras, avec ses bras l'autre bras. Il pouvait plus rien faire, il mettait des petites frappes. Et puis ensuite, il y a Schnell qui arrive à renverser encore une fois. Sauf que Morales, il a directement pris une guillotine. C'est pour ça qu'on parlait d'opportunité tout à l'heure. Il a réussi à prendre la guillotine directement. Et ensuite, il a fini le combat. Donc vraiment, combat très très intéressant de la part de Morales à suivre parce que son grappling est vraiment incroyable. C'est l'heure de l'interlude de ce podcast. On est à peu près à la moitié. L'interlude d'aujourd'hui concernera un potentiel combat de rêve. Les amis, pour vous, quel est votre combat de rêve réalisable? Me sortez pas un combat qui ne pourrait jamais arriver. Je ne sais pas, j'ai pas forcément d'idée, mais voilà. Genre un McGregor, je sais pas qui. Les gars, McGregor, s'il revient, franchement, je vais rien dire parce que rien n'est impossible. Mais déjà, le McGregor n'est pas dans les plans. Forcément, normalement, si je vous pose cette question, il y a un combat qui vient tout de suite en tête, c'est le Makhachev Topuria. Franchement, les amis, ce combat, forcément, je pense qu'il le hype tout le monde. Déjà, on aura quelques réponses face à Jack Della Maddalena, parce que pour moi, c'est un des meilleurs boxeurs de l'UFC. Des très bonnes combinaisons. Il frappe fort également. Il combine en haut, en bas. Vraiment très, très bon boxeur. Donc, déjà, si Makhachev arrive à battre Jack Della Maddalena, on pourra dire qu'il arrive à s'en sortir face à des boxeurs, même s'il a déjà affronté Dustin Poirier, qui s'en est pris beaucoup, mais qu'il a gagné, malgré tout. Néanmoins, c'est vrai que Topuria, il n'a pas du tout le même style de boxe que Jack Della ou que Dustin. C'est différentes choses, sachant que Topuria a également un excellent niveau au sol. Enfin, franchement, c'est un combat de fou. En fait, il y a tellement de questions à se poser. Parce que pour moi, Makhachev, c'est un des meilleurs combattants de la planète. Enfin, la question ne se pose même pas. Il a prouvé et encore prouvé. Il a battu des mecs exceptionnels. C'est quand même lui qui a stoppé Charles do Bronx, qui a stoppé Volk. Enfin, non, Volk. Je ne me rappelle plus. Est-ce que Volk avait perdu un combat avant le premier combat face à Makhachev? Je ne me rappelle plus. Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que voilà, il a déjà prouvé à maintes et maintes reprises. Topuria est en train de prouver que c'est aussi un tueur à gages. Donc franchement, ce combat, que des inconnus. Pareil, en quelle catégorie? Puisque je vous rappelle que Topuria, de base, il vient des 66. Maintenant, il est monté en 70. Sauf que Makhachev, qui était en 70, vient de monter en 77. Alors, est-ce que Topuria va monter de 2 KT pour aller en 77 et affronter Makhachev, pardon, ou est-ce que Makhachev va revenir en 70 pour affronter Topuria? Aucune idée. Est-ce qu'ils vont faire un super fight ultime, une catégorie entre, je sais pas, 72, 73, aucune idée. Mais en tout cas, combat forcément de rêve. On a tous envie de voir ce combat, ça c'est clair. Après, on peut avoir d'autres combats plutôt intéressants. John Jones qui peut revenir face à Spinall. Pourquoi pas? Imaginons que Thomas Spinall met KO Cyril Gane lors de la revanche. Je n'espère pas, bien sûr. Mais on peut imaginer que John Jones dise ok, je vais m'occuper du petit. Et là, on peut avoir un combat vraiment très très intéressant. Why not? Après, est-ce qu'il y a vraiment des combats qui pourraient hyper? Sincèrement, moi, il y a un combat aussi que j'aimerais vraiment voir. C'est Charles Oliveira contre Benoît Saint-Denis. Franchement, les amis, ce combat
Connaissant le niveau de grappling des deux, ça peut être très très intéressant. Bah forcément, je vois peut-être Charles un tout petit peu meilleur au niveau du grappling, mais vu qu'il est sur une phase descendante, là, ça peut être intéressant de la part de BSD de le prendre. On va avoir quelques réponses de toute façon avec le Benoît Stanley contre Darius qui sera en décembre novembre. Ouais, c'est la semaine prochaine, je crois. La semaine prochaine au Madison Square Garden à New York. Donc on va avoir déjà quelques petites réponses parce que Darius a quand même un excellent niveau au sol. Mais ça, c'est un combat qui pourrait être vraiment, vraiment très hypant. Après, forcément, combat de rêve réalisable, Nassourdinov contre Ramzat Chimaev, bah, ça c'est un combat de fou. On a tous envie de voir Nassour dans une forme olympique qui arrive à dérouter le monstre Chimaev avec une boxe précise et limpide et chirurgicale. On a tous envie de voir ça. Ou on a envie de voir Chimaev qui va imposer sa lutte de fou malade à Nassourdine et va lui faire vivre un calvaire. C'est des combats, en fait, pour moi, un combat de rêve doit forcément comporter une part d'incertitude. Si dans ce combat on sait qui va gagner, ça sera pas un combat de rêve, autant ne pas le faire. Tu me mets Topuria contre un mec, contre Geji, moi je m'en bats les couilles, enfin je m'en bats les couilles, je serais le premier à regarder le combat, mais qu'on soit bien d'accord, pour moi il n'y a pas un monde où Geji il peut survivre face à Topuria. Donc clairement, franchement, quoique il bloque pas trop les low kicks, Topuria, faudrait qu'il fasse attention quand même. Mais de toute façon, il n'y a aucun combat à temps qui est invincible. Mais en tout cas, voilà, une fois qu'on a cette part d'incertitude, qu'on ne sait pas qui va gagner, dans quel domaine, nanana, bah, c'est là où on peut avoir vraiment des combats exceptionnels. Donc j'avoue qu'un Oliveira BSD, ça peut être vraiment incroyable. Nassour Chimaev, qu'est-ce qu'on pourrait avoir également dans les petites catégories? Peut-être un Pantoya Merab. Oh, yo, yo, yo. Pantoya Merab. Pantoya qui monte de catégorie, qui va chercher Merab. Ouh là là, bah là on a on a deux combattants vraiment mais exceptionnels, très très complets dans les petites catégories, mais là ça peut faire un combat de fou. En tout cas, j'espère que vous avez pu réfléchir vous à des combats qui vous hyperaient. En tout cas, voilà, je vous ai mis un peu mes petites idées de combats que j'aimerais voir réalisables, je pense. Ça pourrait être très très intéressant. On va poursuivre ce podcast avec un combat très très intéressant également. Salikov contre Medic pardon, donc en welter. Le combat n'a pas duré très très longtemps. Salikov était plutôt âgé, hein, je crois qu'il avait 42 ans ou 41 ans. Et là, ça s'est vu puisque Medic a capitalisé sur cet avantage. Il est beaucoup plus jeune et donc beaucoup plus explosif. C'est-à-dire qu'il a commencé le combat de manière plutôt lente, enfin posée. Il a pris ses informations comme ferait n'importe quel combattant. Mais il a vraiment essayé d'être très très explosif, notamment avec un high kick, il me semble. Puis après, il revient, bam, bras arrière. Je crois qu'il le met tout seul. Hein. Je crois qu'il met un bras arrière tout seul qui fait tomber Medic, qui fait tomber Salikov, pardon. Puis ensuite, franchement, c'est là où il m'a vraiment surpris Medic, c'est qu'il avait fait un excellent grand pente. C'est-à-dire que Salikov tombe sur le bras arrière, Medic se jette sur Salikov, mais à la place de rester et d'essayer de lui infliger des frappes, en fait, il tourne directement tout autour de l'adversaire pour empêcher Salikov d'essayer d'agripper et de temporiser, comme par exemple Mathieu a fait lorsqu'il a pris son knockdown. Et donc là, c'était vraiment très très intéressant de quelle manière il a été aussi rapide pour pivoter, changer de position et tout en même temps infliger des frappes, ce qui a permis forcément à l'arbitre d'arrêter le combat puisque Salikov n'était plus dessus. Donc vraiment un combat plutôt intéressant. Et donc là, on va parler d'un combat vraiment aussi incroyable. Padilla contre Bonfim. Franchement, je vous l'ai dit, cette carte, elle était vraiment incroyable. Padilla contre Bonfim en lightweight. Donc, je ne me suis pas trompé. Hein, il y avait bien Bonfim aussi. C'est qu'il y avait les deux Bonfim qui combattaient dans la même catégorie. Gabriel Bonfim en main event. Donc, c'était en welterweight, hein, comme je vous l'ai dit. Et là, c'était Ismaël Bonfim. Donc, c'était l'adversaire que Benoît Sagny avait pris il y a quelques années, où il avait infligé un étranglement arrière. Donc du coup là c'était ce frère là qui combattait contre Padilla que je ne connaissais pas, c'était en catégorie des lightweight par contre cette fois-ci. Et là sur le premier round, ce qui est déjà choque un peu, c'est que Padilla a une garde vraiment très 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 haute. Et vraiment carrément les flancs sont apparents, les coudes sont vraiment montés. Est-ce qu'il craignait un peu la boxe de Bonfim, pardon? Sûrement, parce que du coup la garde était vraiment très très haute. Néanmoins, un excellent low kick. Donc là, on est toujours sur les calf kicks, hein, je dis low kick, mais on est toujours sur les coups de pied au niveau du mollet. Franchement, des low kicks à répétition, puissants, précis. Franchement, c'était vraiment magnifique parce que c'est très compliqué. Surtout qu'il mettait quasiment pas d'appel, mais il préparait pas vraiment ses low kicks. En fait, pour ceux qui ne savent pas, mais contrer un low kick, normalement, lorsque une personne envoie un low kick, vous voulez toucher le muscle.
c'est-à-dire le mollet, la cuisse. Pour contrer un low kick, l'adversaire qui s'apprête à recevoir le low kick, par exemple en boxe taille, doit lever la jambe et mettre son muscle à l'abri et mettre le tibia devant pour que l'adversaire ne frappe pas le muscle mais frappe l'os. Et donc c'est l'adversaire qui va se faire mal. Nous aussi forcément on a mal, mais beaucoup moins que l'adversaire. Donc c'est le principe du blocage. Sur le calf kick, vous n'avez pas forcément besoin de lever la jambe, mais vous devez pivoter la jambe pour que du coup, pareil, l'adversaire tape l'os. Mais du coup, forcément, si vous faites ça sans préparation, bah, l'adversaire peut le voir venir et bam, il peut pivoter très rapidement. Mais là, c'était pas le cas. Là, c'était pas le cas. Alors peut-être que j'ai pas fait attention et que Padilla faisait pas mal de feintes, sans doute. Mais en tout cas, très très bon low kick de Padilla. Bon film qui était très explosif, qui était plutôt rapide. Donc il arrivait vraiment à exploser sur pas mal de coups. Sur le deuxième round, très très belle victoire de Padilla. Je vais vous rappeler tout à l'heure, hein, je vous ai parlé un peu de destruction maîtrisée, de domination établie. Et bien c'était vraiment la même chose. Padilla, il a construit cette victoire, notamment avec ce travail de low kick, ce travail de sap. En fait, imaginez-vous que lorsque vous êtes un boxeur ou que vous êtes très puissant, vous avez besoin de vos jambes. On ne frappe pas avec les bras, on frappe avec tout le corps. Si vous n'avez pas le socle, si vous n'avez plus les jambes pour frapper, bah déjà vous allez avoir mal, vous pouvez ne pas continuer le combat, mais en plus de ça, vous n'avez plus de puissance parce que vous ne pouvez plus prendre appui. Là, c'est exactement ce qui s'est passé. Padilla, avec ses low kicks, arrivait à mettre beaucoup de coups, arrivait à saper l'énergie. Et je pense que Bonfim n'en pouvait plus. En fait, il n'en pouvait plus, puisqu'à la fin, il a juste abandonné. Pas vraiment, hein, il n'a pas jeté l'éponge, mais l'arbitre, voilà, il s'est mis en boule, il a pris les coups et l'arbitre a arrêté. Garde très haute, toujours de Padilla, très solide, hein, parce que Bonfim a quand même réussi à faire beaucoup de combinaisons, notamment tête-corps, corps-tête. Et donc, il n'a pas bronché. Donc, franchement, plutôt intéressant. Et même, ça se voyait dans le regard, dans l'attitude. Il avançait, il n'avait pas peur, il se prenait les coups, mais il remisait directement. Très intéressant, très très méthodique Padilla. Comme je vous l'ai dit, il était patient. Il n'était pas pressé. Il montait la garde, il se prenait quelques coups, bam, il se recadrait, il tournait dans le bon sens, en diagonale, bam, low kick, bam, low kick. Il remontait la garde, des petites feintes, bras avant, bras arrière, bam, low kick. Vraiment très très intéressant. Il était patient. Et il a bien eu raison, puisque à un moment, il n'en pouvait juste plus. Bonfim n'en pouvait plus, il s'est mis en boule. Enfin, il y a eu un moment de catch control. Donc j'en ai déjà parlé au cours des précédents podcasts. Catch control, lorsque vous contrôlez l'adversaire au niveau de la cage. Padilla arrive à mettre un petit coup de coude, enfin un gros coup de coude, petit, je minimise l'impact. Et puis forcément, le coup de coude doit sonner un peu. Bonfim, mais je pense qu'il n'en pouvait juste plus. Il tombe. Et puis après, ground and pound, mais juste il n'en pouvait plus. Bonfim, il se met en boule. Et puis terminé, tout simplement. Franchement, très très belle victoire de Padilla. Moi, je ne le connaissais pas ce fighter. Et franchement, j'avoue que là, j'ai été vraiment bien surpris. Donc, comme quoi, il faut vraiment être patient. Et puis, je ne me rappelle plus, j'avais une expression que je voulais dire, mais peut-être que vous l'avez. En tout cas, pour le dernier combat, donc c'était le premier combat du coup de cette UFC Apex en main card, on a eu Duncan contre Tullio en middleweight, combat très intéressant également, encore un finish, énorme premier round de la part des deux, vraiment très très grosse guerre. Duncan donne beaucoup de coups retournés, que ce soit des coups de coude, des coups de pied retournés, je crois qu'il en a mis quelques-uns, et également des coups de poing retournés. Il ouvre d'ailleurs Tullio sur un coup de coude retourné, donc déjà tu commences le combat, tu as une ouverture au milieu du front, déjà tu commences un peu mal. Gros rythme, très belle amenée au sol de la part de Duncan encore. Et puis sur le deuxième round, énorme KO, opportuniste. On reparle encore des opportunités. Ce qui se passe, c'est que donc là en plus ça vient de l'action de l'adversaire, c'est-à-dire que Duncan est face à l'adversaire, Tullio envoie un low kick à Duncan. Duncan, vu la force du low kick, il se tourne parce que la jambe a été tout simplement elle a été envoyée valser, donc il tourne sur le mouvement. Sur le moment où il tourne, en fait, il en profite pour tourner entièrement et balancer un back fist, donc un coup de poing retourné qui arrive au niveau du menton de Tullio, qui le sonne clairement. Il commence à perdre un peu les appuis, il fait un ascenseur. Puis après Duncan, il arrive directement bras arrière, bam, il tombe inconscient. Le coup à la fin en grand pound n'était pas forcément nécessaire. Je pense qu'il avait vu qu'il était KO. Mais vraiment incroyable KO, moitié du deuxième round environ. Franchement incroyable. Le combat déjà était incroyable, mais alors ce KO est vraiment fou. Par contre, je note quand même que Duncan se jette beaucoup, mais vraiment beaucoup. C'est-à-dire il se jette sur l'adversaire. Et sur Tullio, c'est peut-être passé, mais attention quand même. Attention, on est en middleweight.
Faut pas s'en prendre beaucoup, tu fais ça face à certaines personnes, je pense que c'est mort. Puis même sur les tentatives de takedown, parce que des fois il se jetait, il touchait pas. Franchement, tu fais ça face à un lutteur, le mec il profite du fait que tu fasses avant, arrière, avant, le mec il t'emmène au sol quoi. Donc plutôt quand même intéressant. Mais globalement, combat vraiment maîtrisé. Il était pas vraiment inquiété. Il y a quand même eu un petit ton fort de Tullio, mais franchement, combat de fou. Vraiment combat de fou, KO incroyable. Donc vraiment très très belle carte. Franchement, que des KO, 5 KO, enfin 5 finishes. L'hexagone c'était pareil, que des finishes. Là il y a le one qu'il faut que je rattrape, ou apparemment pareil, que des finishes. Donc franchement une grosse soirée. La semaine prochaine les amis, forcément je vous l'ai dit, hein, c'est l'UFC au Madison Square Garden à New York. Une des plus belles cartes de l'année avec Makhachev, Jack Della Maddalena et notre Benoît Sani qui va combattre à New York. Donc franchement, hâte de vous faire ce podcast également. Donc bien sûr, c'est la fin de cet épisode de Fighters. On a parlé d'Hexagone, on a parlé du UFC, c'est des petites cartes en ce moment. C'est normal que ça intéresse pas tout le monde. Mais en tout cas, celle-ci, pour le coup, elle était vraiment sympa à analyser et à y regarder. Donc j'espère que ce podcast vous a plu et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Fighters.